J'ai rencontré Vanessa en 10e année, et en 11e, nous étions officiellement en couple. Nous avons navigué le lycée sans trop de problèmes, et dans un moment classique, nous avons perdu notre virginité l'un avec l'autre lors du bal de promo. Ayant découvert l'intimité entre nous, nous avons profité de chaque occasion pour être proches. Les conversations sur le mariage ont commencé en 12e année, mais nous avons convenu d'attendre la fin de nos études universitaires avant de nous marier. L'université, cependant, a apporté un changement chez Vanessa. Au lycée, tout le monde connaissait notre relation, donc les garçons la laissaient tranquille. Mais à l'université, c'était différent. La plupart des étudiants étaient nouveaux et la voyaient comme une fille désirable, la couvrant d'attention. Je savais ce qui se passait, mais je ne pouvais pas faire grand-chose. Nous avions des spécialités et des cours différents, donc nous ne nous voyions que le soir après les cours et après que j'ai fini de travailler. Vanessa est devenue plus coquette avec toute cette attention. Je la voyais souvent marcher, sourire et parler à d'autres garçons, même si elle ne s'est jamais rendue compte que je l'observais de l'autre côté du campus. 2 fois, en traversant le centre étudiant, je l'ai vue à la cafétéria avec un garçon, et une fois avec 2 d'entre eux. Je ne me suis rendu compte que beaucoup plus tard qu'elle n'était jamais avec d'autres filles, toujours avec des garçons. Pourtant, je ne me suis pas inquiétée, nous étions amoureux et nous avions prévu de nous marier, donc il n'y avait rien à craindre. Elle était naturellement attirante, ce qui attirait l'attention des garçons, mais elle était mienne, elle le prouvait chaque soir lorsque nous étions ensemble. Les années ont passé après nos études, trouver du travail dans nos domaines respectifs, nous marier et commencer une vie supposément heureuse ensemble. J'ai profité de près de 6 ans de satisfaction avant qu'une révélation soudaine ne me secoue. Alors que j'étais à mon bureau, Elisa, du service courrier, a déposé quelques dossiers dans mon panier. En regardant le premier, je me suis demandé pourquoi on me l'avait envoyé, car il s'agissait d'un compte géré par Wilson Beckey, un ancien camarade de classe du lycée et de l'université. À mi-chemin, j'ai remarqué une erreur importante, les projections étaient faussées de près de 2 millions. Juste au moment où je prenais ma calculatrice, Wilson est entré en courant dans mon bureau, ayant un besoin urgent du dossier pour une présentation à Apex. Je lui ai montré l'erreur et il était visiblement inquiet. Il a dit qu'il devait la corriger rapidement pour éviter les problèmes, puis il a pris le dossier et est parti en toute hâte. Ce jeudi, comme Vanessa travaillait toujours tard pour finaliser la paie pour le versement du vendredi, j'ai suivi ma routine. Je suis allée au bar de Tony après le travail pour son hamburger d'un demi-kilo et une paire de bières avant de rentrer à la maison. Lorsque j'ai fini mon hamburger et commencé ma 2e bière, Wilson est entré, m'a vu et m'a rejoint à ma table. Il a commandé une bière et a demandé à Lily de m'apporter l'addition, disant que c'était un remerciement pour l'avoir aidé à sauver son travail auparavant. J'ai accepté sans problème, considérant que ce n'était pas beaucoup. Nous avons parlé du travail, des gens que nous connaissions et des événements récents. Puis Wilson a abordé quelque chose de délicat. Il m'a dit qu'il était un bon type et s'est demandé pourquoi je supportais le comportement de Vanessa. J'étais confus et je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Il a persisté, me demandant pourquoi je tolérais la façon dont Vanessa agissait. Mon regard perplexe a dû lui faire comprendre que je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Lorsqu'il a essayé de partir, je l'ai arrêté, insistant pour qu'il explique plus. Wilson est resté à contre-cœur et a révélé quelque chose qui m'a laissé stupéfait. Je ne pouvais pas croire que je ne connaissais pas la réputation de Vanessa au cours des 10 dernières années. Lorsque je lui ai demandé de clarifier, il a avoué que Vanessa était connue pour son comportement douteux depuis le lycée et a admis sa participation avec elle. Choqué, je lui ai exigé de tout me raconter sans réserve. 2 semaines après le bal de promo, Wilson était entré chez son cousin Harry pour trouver Harry et Vanessa ensemble. Aucun des deux ne s'est opposé lorsqu'il les a vus, alors il a attendu son tour. Ils se sont relayés avec elle jusqu'à ce que Vanessa ait dû se nettoyer avant de me retrouver après mon travail à mi-temps chez Walker S Market. Wilson et Harry ont continué à la voir chaque fois que j'étais au travail. Lorsqu'Harry est devenu sérieux avec Amy Monroe, Vanessa est restée avec Wilson pendant un certain temps avant qu'il ne la trouve avec Thomas Richard et Oliver Pratt. Wilson s'est joint à eux, et les 3 ont continué jusqu'à ce qu'elles doivent s'arrêter pour nos rendez-vous. Wilson l'a partagé avec plusieurs autres, et elle a eu des rencontres de groupe avec plus d'une demi-douzaine de garçons.
Je me suis rendu compte que même si Wilson et moi étions amis, nous n'étions pas les meilleurs amis. À 18 ans, avec les hormones déchaînées, je ne pensais pas que ma relation avec Vanessa était aussi sérieuse. Si c'était le cas, pourquoi serait-elle avec n'importe qui montrerait de l'intérêt? L'université n'a pas changé son schéma. En première année, Vanessa avait des cours du lundi au jeudi, et du mardi au vendredi, sans cours le mercredi. Son dernier cours en semaine se terminait à 15h ou 14h, je ne me souviens plus. Mon horaire me faisait aller travailler après les cours. Lorsque Vanessa terminait les cours, elle se dirigeait vers la chambre de quelqu'un. Les mercredis devenaient un événement de toute la journée. Bien que nos horaires de cours variaient, la constante était que Vanessa participait à ces activités après les cours jusqu'à ce que je finisse de travailler. Je pourrais faire croire que cela se produisait tous les jours, mais c'était 2 ou 3 fois par semaine. Bien que la plupart de nos amis aient été surpris lorsque Vanessa et moi nous sommes mariés, ils ont supposé que je devais savoir ce qu'elle faisait et j'ai décidé de l'épouser quand même. Certaines personnes ont pensé que j'aimais peut-être l'idée que ma femme soit avec d'autres hommes. Chase a même émis l'hypothèse que Vanessa et moi avions peut-être une sorte d'arrangement non conventionnel. Mais personne ne m'a jamais vue avec une autre fille. Vanessa, en revanche, était souvent vue avec d'autres garçons. Je n'avais aucune idée. Pas la moindre indication. Bon Dieu, John, je déteste être celui qui te donne cette nouvelle, mais si tu ne le savais pas alors, tu ne sais probablement pas à propos de ces rendez-vous du jeudi soir avec Max et Luke Howard. Et le mardi, lorsque tu vas au bowling, elle voit Ethan Clark. Je ne suis pas sûre de qui d'autre elle voit ou quand, mais il est clair que chaque fois que tu es occupé, Vanessa l'est aussi. Cela n'a peut-être pas beaucoup d'importance maintenant, mais j'ai cessé de m'impliquer avec elle après que tu t'es marié. Une femme célibataire est une chose, mais jouer avec une femme mariée est une toute autre histoire. Je ne savais pas quoi dire, John, et je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais certainement prendre des mesures. J'ai terminé ma bière, je me suis levée pour partir et je me suis tournée vers Wilson. Merci, Wilson. Merci pour le hamburger, la bière et pour avoir clarifié les choses. Pendant que je conduisais à la maison, réfléchissant aux révélations de Wilson, je me suis retrouvée à me demander si je devais le croire. Une partie de moi a pensé, impossible. Vanessa m'aime et ne me trahirait pas. Mais une autre partie de moi a demandé, pourquoi Wilson mentirait-il? J'ai dû faire face à la réalité qu'il ne le ferait pas. Je savais que je vérifierais ce qu'il m'avait dit, et s'il avait menti, nous ne pourrions pas continuer à travailler ensemble. La réponse était que nous ne le pouvions pas, et Wilson le savait. Travailler avec lui, sachant ce que je savais maintenant sur lui et Vanessa, serait difficile, mais nous finirions par surmonter cela. Je me suis souvenu de ces années d'adolescence avec les hormones déchaînées. Si une autre fille s'était offerte à l'époque, et que je n'avais pas Vanessa, j'aurais peut-être accepté. Mais la vraie question maintenant était, que faire? John, je ne savais pas que Vanessa et moi avions fini. J'aurais peut-être pu pardonner une erreur d'une nuit arrosée, ou peut-être même une aventure à court terme, si Vanessa pouvait me convaincre que cela ne se reproduirait plus. Mais 10 ans de trahison absolue? Impossible. Je me suis couchée dans le lit en feignant de dormir lorsque Vanessa est rentrée du travail. J'ai ignoré son toucher lorsqu'elle a tendu la main, voulant me donner des restes, mais je n'étais pas intéressée. Il est vrai que je les recevais depuis des années sans m'en rendre compte, mais maintenant je le savais. Sa main sur mon corps m'a donné des frissons, pour la première fois, je n'ai rien ressenti lorsque Vanessa m'a touchée. J'étais déjà réveillée avant Vanessa le lendemain matin, avec le café prêt et le journal du matin à la main. Vanessa a demandé ce qui s'était passé la veille au soir, car elle est rentrée à la maison inquiète et j'étais déjà au lit. Elle a commenté que mon comportement était inhabituel. Je lui ai expliqué que je ne me sentais pas bien parce que quelque chose que j'avais mangé m'avait donné des maux d'estomac, alors j'avais décidé de me coucher tôt. Vanessa a exprimé son espoir que je me rétablisse et a mentionné qu'elle devrait compenser la nuit perdue ce soir-là. Lorsque je suis arrivée au travail, j'ai immédiatement appelé Luc, un vieil ami du lycée qui exerçait maintenant le droit des sociétés. Bien que je ne sois pas exactement sûre de ce que cela signifiait, je lui ai demandé des recommandations pour un avocat de divorce dur. Sa réaction m'a dit que mes pires craintes étaient vraies.
Découvrir que je cherchais un avocat de divorce signifiait que j'avais finalement appris la vérité sur Vanessa. Puis il m'a demandé si je pensais que nous avions un mariage ouvert, supposant que c'était la seule façon dont Vanessa pouvait faire ce qu'elle faisait et rester encore avec moi. Étonnamment, Luc n'avait aucune idée de ses agissements jusqu'à hier. Après un bref silence, Luc a suggéré que je contacte Grant Foster et que je mentionne sa référence. J'ai suivi ses conseils et j'ai appelé Foster, expliquant que Luc l'avait recommandé. Foster a dit qu'il pouvait me rencontrer plus tard ce jour-là si je pouvais passer à 13h. J'ai accepté et je me suis présenté comme prévu. Foster a exposé mes options, allant d'une séparation à l'amiable à une approche de terre brûlée. Dans notre État, qui n'était pas un État sans faute, l'infidélité était un motif légitime de divorce. Mais pour obtenir le divorce basé sur l'infidélité, j'avais besoin de preuves solides et irréfutables. Les rumeurs ne suffiraient pas. J'ai demandé comment rassembler les preuves nécessaires et Foster m'a remis une carte pour Everett Sterling, un enquêteur privé dont le bureau était juste de l'autre côté de la rue. Foster s'est proposé de contacter Sterling pour voir s'il pouvait me caser immédiatement. Je lui ai dit d'y aller, exprimant mon urgence à terminer cela rapidement. Je lui ai également indiqué de commencer les papiers du divorce, promettant de fournir les preuves une fois que je les aurais. Foster a fait l'appel et, en 10 minutes, Sterling avait un plan prêt. Malheureusement, l'une des exigences était que j'agisse complètement normalement avec Vanessa, pour qu'elle ne soupçonne rien. Aussi désagréable que cela puisse être, a conseillé Sterling, continuez votre routine. Si vous avez habituellement des moments intimes 3 ou 4 fois par semaine, gardez-les, qu'ils soient initiés ou non. Faites-le simplement. N'oubliez pas, il ne s'agit plus de faire l'amour, il s'agit de satisfaire un besoin physique. Ne faites rien pour perturber sa routine. Il est crucial pour notre plan qu'elle ne sente aucun changement dans votre comportement. De retour dans mon bureau, j'ai rassemblé mon courage et j'ai appelé Vanessa au travail. Nous avions pour tradition de dîner dehors tous les vendredis soirs et de déjeuner tous les dimanches matins. Ainsi, lorsque je l'ai contactée par téléphone, je lui ai suggéré Tony pour le dîner, et elle a accepté. Pendant que je savourais mon veau marsala et que Vanessa travaillait sur son rigatoni, en buvant du vin blanc, les employés de Sterling Investigation installaient discrètement des caméras sans fil et des dispositifs d'écoute dans notre maison. En buvant mon merlot, je me suis souvenu des conseils de Sterling, il est naturel de vouloir trouver les caméras cachées, mais résister à l'impulsion. Si elle vous attrape, tous nos efforts pourraient être vains. De plus, obligez-vous à agir naturellement dans la chambre. C'est un défi, à moins que vous ne soyez un exhibitionniste naturel. Le système s'active par mouvement, donc vous serez à la caméra. Sachant que certains employés pourraient vous voir, ne laissez pas cela vous arrêter. Sterling a conseillé, il y a un interrupteur à la maison pour éteindre le système, mais la plupart des gens oublient de le rallumer. Mon conseil ? Laissez le système tranquille et agissez comme si vous aviez confiance et contrôle. Après le dîner, alors que nous faisions une vidéo privée, j'ai suggéré à Vanessa que nous allions prendre un verre et peut-être danser. Elle a refusé, insistant pour que nous rentrions à la maison afin que je puisse la compenser pour l'avoir déçue la veille au soir. Sur le chemin du retour, elle s'est glissée, m'a baissé la fermeture éclair du pantalon et m'a prévenu, conduisez prudemment, chérie. Ne vous écrasez pas et ne me faites pas mordre votre chair. Ce qu'elle faisait ne me semblait plus spécial. Cela ressemblait à quelque chose qu'elle avait fait avec d'innombrables hommes au cours des 10 dernières années. Malgré mon dégoût, mon corps a répondu, et quelques minutes après l'acte, je voulais qu'elle continue. Peu de temps après, je suis entré dans notre entrée et Vanessa m'a exhorté à me dépêcher d'aller dans la chambre. Il n'y avait aucun moyen que je puisse agir naturellement sachant que je pouvais être à la caméra, jouant pour un public. Je suis donc allé à l'emplacement de l'interrupteur et j'ai éteint le système, laissant mon téléphone portable sur le siège de la voiture comme rappel pour le réactiver plus tard. Je ne sais pas si Vanessa s'est rendu compte, mais ce soir-là, il ne s'agissait pas d'amour, il s'agissait simplement de suivre les mouvements. Malheureusement, une fois n'a pas suffi, et j'ai dû jouer 2 fois de plus avant que Vanessa ne me laisse dormir. Le lendemain matin, habillée pour ma course, Vanessa m'a rappelé qu'elle ne serait pas à la maison à mon retour, citant un long rendez-vous chez le coiffeur de 9h à 14h.
Elle a mentionné qu'elle bavarderait avec d'autres clientes habituelles et qu'elle déjeunerait généralement avec elles. Cela aurait pu être vrai, mais après ce que j'avais appris, j'ai supposé qu'elle rencontrait l'un de ses amants, avant ou après s'être coiffée. En sortant, j'ai rallumé le système. Je doutais que quelque chose se produise pendant ma course, mais je devais en faire une habitude pour m'assurer que le système était actif lorsque je n'étais pas à la maison. L'interrupteur désactivait uniquement les caméras, les dispositifs d'écoute et les écoutes téléphoniques sont restés allumés. Après ma course habituelle de 5 km, je suis rentrée à la maison et je suis descendue au sous-sol, ouvrant le placard au-dessus de mon établi où Sterling avait placé les enregistreurs. À l'intérieur, il y avait 2 récepteurs, l'un pour les dispositifs d'écoute et les écoutes téléphoniques, l'autre un enregistreur de DVD qui recevait l'entrée des caméras sans fil. Confirmant mes soupçons, j'ai entendu une conversation enregistrée. Allô ? Bonjour. On est toujours d'accord pour aujourd'hui ? Tu peux parier. La femme a emmené les enfants au zoo, donc on a jusqu'à 18h ce soir. Tu sais que je ne peux pas rester aussi longtemps. Je dois être à la maison à 14h. Plus tard et Jacques commencera à se poser des questions. Il a déjà demandé pourquoi je ne rentre pas à la maison avant 14h. Alors saute le rendez-vous chez le coiffeur et viens ici pour qu'on puisse le faire. Oui, bien sûr. Alors, que dis-je à Jacques lorsqu'il me demande pourquoi je suis partie aussi longtemps et que mes cheveux ne sont pas coiffés ? Moi aussi, je veux passer plus de temps avec toi, bébé, mais on doit se contenter de ce qu'on peut obtenir. J'ai reconnu la voix de l'homme. C'était mon cousin, Samedi furieux, je suis remontée, me demandant avec combien d'autres parents elle s'était impliquée. J'ai réussi à contrôler ma colère lorsque Vanessa est revenue de son rendez-vous chez le coiffeur 1 heure plus tard. J'ai simulé une chute dans les escaliers du sous-sol, lui disant que je m'étais blessée au dos, probablement que je m'étais tiré un muscle ou quelque chose comme ça. Cela m'a commodément excusé d'avoir des relations intimes avec elle au cours des prochains jours, du moins. Le lundi, j'ai appelé Vanessa au travail et je lui ai dit que je sortirais de la ville le mardi et que je reviendrais le vendredi pour l'emmener dîner. Bien qu'aucun voyage n'ait été prévu, je ne l'ai pas considéré comme une perte de temps. En moyenne, je voyageais 1 fois par mois et Vanessa était toujours à la maison pendant mes enregistrements nocturnes et mes appels téléphoniques. Étant donné que mes appels avaient lieu à des heures irrégulières, entre 19h et 22h, je doutais qu'elle les attende avant de sortir. Si elle me trompait, comme je le croyais maintenant, elle pourrait le faire dans notre lit pendant que je lui téléphonais. C'était mon espoir. Si c'était le cas, et que les caméras le capturaient, j'aurais la preuve irréfutable dont mon avocat avait besoin pour le divorce. Ce soir-là, Vanessa a exprimé le besoin de proximité, en disant « J'ai besoin de quelque chose pour m'aider à tenir les 3 nuits où tu seras absent. » Oui, bien sûr, ai-je pensé. Heureusement, j'avais encore mal au dos, alors j'ai dû la rejeter. Le mardi matin, Vanessa m'a embrassée pour me dire au revoir et, avec une valise à la main, je suis partie pour mon voyage d'affaires supposé. J'ai travaillé presque une journée complète avant de partir à 15h, puis j'ai conduit jusqu'à notre quartier, je me suis garée à un pâté de maison de la maison et j'ai utilisé mon ordinateur portable pour activer le logiciel que Sterling avait installé. Quelques pressions de touche plus tard, j'écoutais l'enregistreur de la ligne téléphonique. Allô ? Salut, Beau. C'est moi. Quoi de neuf ? Mon mari vient de partir en voyage pendant 3 jours. Prêt à passer 3 nuits pleines de plaisir avec moi ? Un canard marche-t-il pieds nus sur la plage ? Je prends ça pour un oui. J'appellerai Liam. Je dois sortir d'ici et aller travailler. Je serai à la maison à 18h. À plus tard. Après avoir éteint l'ordinateur, j'ai appelé Grant Foster et je lui ai dit d'avoir les papiers prêts pour le service jeudi, en détaillant comment je voulais que cela se fasse. Il m'a informé que ma méthode préférée coûterait plus cher que les frais de service standard, ce à quoi j'ai répondu que cela ne me dérangeait pas. En quittant le quartier, j'ai conduit de l'autre côté de la ville et je me suis enregistrée dans un motel avec un restaurant et un bar à côté, m'installant pour un séjour de 3 jours. J'ai apprécié le bar, c'était mon genre d'endroit. Cela me mettait un grand sourire sur le visage chaque fois que je le visitais. C'était un bar country western, avec une machine à disque pleine d'excellentes mélodies pour danser.
Chaque soir, je voyais 3 ou 4 femmes célibataires qui ne supportaient pas de voir un homme assis seul pendant qu'il y avait de la musique pour danser. Lors de ma première visite, alors que j'étais assis au bar en prenant une bière, une impressionnante rousse s'est approchée de moi et m'a dit « Allez, chérie. Il joue notre chanson ». Elle a pris ma main, m'a sorti du tabouret de bar et m'a emmené sur la piste de danse. Pendant que nous nous balancions, elle a ajouté « Ne vous méprenez pas, chérie. Je ne cherche rien de plus. J'adore danser, et vous étiez là. » Elle s'appelait Jenna, et après notre danse, elle m'a invité à les rejoindre, elle et ses amies, Emma et Kate, à leur table. J'ai passé la soirée à danser avec elle jusqu'à environ 22h30, puis je leur ai dit que je devais terminer la soirée. « Peut-être qu'on se reverra, » a dit Jenna. « On est là quelques soirs par semaine. » Je lui ai dit que c'était probable, car je séjournais au motel voisin et que je reviendrais probablement les 2 prochains soirs. Pour la première fois depuis ma conversation avec Wilson, j'ai ressenti un rayon de positivité lorsque je me suis couchée. Le lendemain après-midi, vers 15h, je me suis garée à un pâté de maison de la maison et j'ai vérifié les images de la veille au soir. Les 2 hommes qui avaient rejoint Vanessa dans la chambre étaient remarquablement plus jeunes, au moins 6 ans de moins qu'elle. Cela m'a fait me demander si elle cherchait des sensations fortes chez les jeunes. Le contenu en lui-même n'était pas extraordinaire, juste faire l'amour directement. Bien que l'image de Vanessa avec 2 hommes ne m'ait pas particulièrement captivée, c'est l'audio qui m'a vraiment intriguée. Étonnamment, elle n'a pas critiqué mes compétences, ce à quoi je m'attendais. Le mercredi s'est déroulé sans incident, et ma présence n'a été reconnue que lorsqu'un des hommes a mentionné qu'il voulait des rencontres plus fréquentes. Vanessa a précisé que j'étais sa priorité. Cependant, je l'ai entendu leur dire de partir à 6h le mercredi et le jeudi, soulignant la nécessité d'éviter d'être vus par les voisins qui ne se lèvent pas tôt. Ils sont partis précisément à 6h et j'ai supposé que ce serait la même chose le vendredi. J'ai appelé mon avocat et je lui ai fait changer la remise des papiers au vendredi à 5h45 du matin. Vendredi matin, je me suis garée juste en bas de la rue de la maison. À 5h55, lorsque la porte d'entrée s'est ouverte, les 2 hommes sont sortis. Ils se sont retournés pour faire leurs adieux à Vanessa, qui était debout à la porte. C'est alors qu'ils ont remarqué l'homme debout juste à côté. Il a fait un pas en avant, a remis les papiers à Vanessa, puis s'est éloigné, la laissant, elle et ses compagnons, stupéfaits. Je me suis arrêtée devant la maison, j'ai klaxonné pour attirer l'attention de Vanessa, je lui ai fait signe de la main et je suis partie. Les documents remis à Vanessa comprenaient une lettre de ma part, précisant que je ne voulais plus jamais lui parler à moins que ce ne soit par l'intermédiaire de nos avocats. Je ne voulais pas savoir pourquoi elle l'avait fait, je ne voulais pas entendre aucune déclaration d'amour, ou que ce n'était que du sexe sans importance avec d'autres. Je ne voulais pas entendre aucune excuse. Je ne voulais pas entendre que nous pouvions surmonter cela grâce à notre amour. Je ne voulais pas entendre aucune des excuses typiques que les infidèles utilisent lorsqu'ils sont pris. Bien sûr, Vanessa a ignoré la lettre. 15 minutes après que je sois sortie de la maison, mon téléphone a sonné. C'était Vanessa. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, ainsi que les 7 appels suivants de sa part. Lorsque je suis arrivée au travail, j'ai informé ma secrétaire que j'avais quitté Vanessa et qu'elle ne devait lui passer aucun de ses appels. En ouvrant la porte de mon bureau, une autre idée m'est venue. Nora, ai-je dit. Si elle apparaît ici, dites-lui s'il vous plaît que je ne suis pas là. Dites que je suis allée rencontrer un client. Nora a acquiescé et a montré sa tête par la porte 5 minutes plus tard. J'ai parlé à Cora à la réception. Si votre femme apparaît, elle le fera, appelez-moi et retenez-la pour me donner le temps de sortir par la porte latérale. Je peux aller au café prendre un café jusqu'à ce qu'elle parte. Je l'ai remerciée, me rendant compte une fois de plus qu'une bonne secrétaire est inestimable. Vanessa m'a appelé 17 fois ce jour-là et j'ai ignoré tous les appels. À l'heure du déjeuner, j'ai appelé mon père et mon frère pour les mettre au courant de la situation. J'ai demandé à papa d'en informer maman et de s'assurer qu'elle n'essayait pas de me persuader de me réconcilier avec Vanessa. Il a mentionné que ce serait difficile car maman voyait Vanessa comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. À la fin de la journée, j'avais encore du travail en suspens, sans hâte de rentrer à la maison. J'ai décidé de rester et de le terminer.
À 17h, Nora m'a informé avant de partir, au fait, votre femme a appelé 5 fois avant midi, et à chaque fois je lui ai dit que j'avais pour instruction de ne pas la passer. Je pense qu'elle a finalement compris le message, car elle n'a plus appelé depuis. J'ai terminé vers 19h. En arrivant dans le hall, Cora était partie, mais Clay, notre veilleur de nuit, m'a vu et a commenté, « Rendez-vous brûlant ce soir avec madame. » « Pourquoi vous pensez-vous cela ?» ai-je demandé. « Elle est là dehors qui vous attend. » « Nous divorçons, Clay. » Elle veut parler et moi non. « N'ouvrez pas la porte si elle appelle. Et si elle utilise l'interphone, dites-lui que vous êtes seul dans le bâtiment, que ma voiture est sur le parking à cause d'une panne, et qu'une dépanneuse viendra le matin. » Clay m'a assuré qu'il pouvait gérer cela, exprimant sa sympathie pour la situation et partageant qu'il avait lui-même traversé 2 divorces. En sortant par la porte arrière, j'ai fait le tour du pâté de maison, j'ai traversé la rue et j'ai marché dans la ruelle jusqu'au Benny's dîner. Je suis entré et je me suis assis où je pouvais voir Vanessa attendre à côté de ma voiture. J'ai commandé le spécial et je l'ai surveillé pendant que je mangeais. À mi-chemin du dessert, elle s'est approchée du bâtiment et a appuyé sur le bouton d'appel de l'interphone. Apparemment, Clay a transmis mon message, car elle est retournée à sa voiture et est partie. Après avoir terminé le dessert et pris une tasse de café de plus, je suis partie. Je me suis brièvement arrêtée au bar pour prendre une paire de bières. Même s'il y avait quelques femmes seules là-bas, dans l'espoir de trouver un partenaire de danse, j'ai pris mes 2 bières et je suis partie. Samedi matin, j'ai été occupée à m'occuper de tâches que j'aurais dû accomplir avant de m'occuper de Vanessa. J'espérais ne pas arriver trop tard et qu'elle n'ait pas pris de mesures concernant ce qu'elle aurait dû faire. Je suis allée à la banque, j'ai vidé tous les comptes et j'ai récupéré mes documents personnels et mes certificats de dépôt dans le coffre-fort, laissant les biens de Vanessa intacts. J'ai enlevé ma bague de mariage et je l'ai mise dans le coffre pour qu'elle la découvre plus tard. J'ai déjeuné au Waffle House, en utilisant mon téléphone portable pour gérer les cartes de crédit. J'ai annulé les 2 cartes conjointes, me laissant avec une Visa et une American Express uniquement à mon nom. Vanessa avait également 2 cartes uniquement à son nom, donc je me suis assuré qu'elle ne pouvait pas accumuler de cartes conjointes avec des avances de trésorerie. Après le petit déjeuner, je suis retournée au motel, j'ai garé ma voiture et j'ai appelé un taxi pour me conduire à l'agence de location la plus proche. J'ai loué la voiture la moins chère que j'ai pu trouver et je suis retournée au motel. Cet après-midi-là, je me suis reposée au bord de la piscine, perdue dans un livre. Juste avant le dîner, j'ai allumé mon téléphone et j'ai vu 9 messages de Vanessa. Je les ai tous effacés sans les écouter et j'ai rallumé le téléphone. Après un repas léger, je me suis rendue au bar, qui avait un groupe en direct les vendredis et samedis, attirant une foule décente. J'ai trouvé une place au bar et j'ai commandé une bière. Pendant que je prenais une gorgée, j'ai senti une traction sur ma chemise. Je me suis retournée et j'ai vu Jenna se tenir là. « Salut, cow-boy » a-t-elle demandé. « Pourquoi es-tu assis ici tout seul alors qu'il y a une place à notre table pour toi ?» Honnêtement, ai-je répondu, si je t'avais vu, je n'aurais pas voulu m'immiscer. Je me serais senti présomptueux. « Des bêtises » a-t-elle insisté. « Allez !» Je me suis levée et je l'ai suivie jusqu'à sa table, où Emma et Kate étaient déjà assises. Je les ai saluées et j'ai dit, cela semble étrange. 3 belles femmes assises ici seules et sans que les garçons ne les harcèlent. Emma a roulé des yeux. Nous recevons beaucoup d'attention, mais c'est généralement de la part d'imbéciles qui supposent que nous sommes là pour tromper. Nous sommes juste là pour danser, et seulement quelques garçons comprennent cela et le respectent. La plupart pensent qu'ils sont un cadeau de Dieu pour les femmes, et nous devons nous défendre contre l'un après l'autre. Nous savons que vous êtes l'un des bons. Vous avez une invitation ouverte pour vous joindre à nous lorsque nous sommes là. J'ai acquiescé. Ce n'est vraiment pas mon affaire, ai-je dit, mais pourquoi 3 belles femmes mariées passent-elles du temps ici sans leur mari ? Jenna, a expliqué Emma. Le mari d'Emma est dans la réserve de l'armée et il a été envoyé en Afghanistan. Elle devenait folle à la maison, alors nous avons décidé de la sortir. Le mari de Kate travaille de nuit et mon mari est un camionneur longue distance qui est loin et absent. Nous restons toutes les 3 unies pour nous tenir compagnie. Nous aimons danser, alors nous sommes là. Et quelle est votre histoire ? A demandé Kate.
La dernière fois qu'on vous a vu, vous aviez une bague, et maintenant elle a disparu. J'ai remis les papiers du divorce à ma femme hier matin et j'ai laissé la bague pour qu'elle la trouve, ai-je expliqué. Cela signifie que vous êtes libre de poursuivre, a demandé Emma avec un sourire. Absolument pas, ai-je répondu. Les motifs étaient l'infidélité, et je ne lui donnerai aucune raison d'utiliser quelque chose contre moi dans une contre-demande. Génial, a commenté Kate. Nous avons un partenaire de danse fiable. Le reste de la soirée, j'ai dansé avec les 3 jusqu'à l'heure de fermeture, les partageant occasionnellement avec d'autres garçons. Nous avons convenu de nous retrouver à nouveau dimanche. J'ai passé une journée tranquille au bord de la piscine avec un livre, et le lundi, j'ai conduit la voiture de location au travail, espérant que Vanessa ne la verrait pas et ne penserait pas que j'étais de nouveau hors de la ville. La semaine s'est écoulée avec entre 6 et 10 appels quotidiens de Vanessa, auxquels je n'ai jamais répondu. Elle a essayé d'appeler à partir de numéros inconnus quelquefois, mais dès que j'ai entendu sa voix, j'ai raccroché. Chaque soir après le dîner, je passais au bar pour prendre 1 ou 2 bières. Jenna, Emma et Kate étaient là le mercredi et le vendredi, donc je les ai rejointes, dansant jusqu'à 22h le mercredi et jusqu'à la fermeture le vendredi. Le samedi, j'ai pensé que Vanessa se rendrait compte que je n'allais pas lui parler, alors j'ai rendu la voiture de location et j'ai conduit ma propre voiture au travail le lundi. Ce fut une erreur. Lundi soir, elle était garée à côté de ma voiture lorsque je suis sortie du bâtiment. En me voyant, elle est sortie et s'est arrêtée à côté de la portière côté conducteur. « Nous devons parler », a-t-elle dit. Mais je n'ai pas répondu. Lorsque je me suis approchée de la voiture, elle s'est déplacée pour bloquer la porte, insistant pour que je la laisse l'expliquer. Je l'ai poussée sur le côté, la faisant trébucher, mais elle a rapidement retrouvé son équilibre. J'ai baissé la vitre et je lui ai dit de lire la lettre qui accompagnait les papiers du divorce. Je lui ai dit que je n'entamerais aucune conversation sans la présence de mon avocat, et que toute discussion porterait strictement sur le divorce. Vanessa a exprimé sa réticence à divorcer et son manque de désir d'être sans moi. J'ai réitéré que notre relation était terminée et qu'elle devait l'accepter parce que je ne changerais pas d'avis. Après avoir remonté la vitre, je suis partie, la laissant derrière moi. Le refus de Vanessa d'accepter ma décision est devenu évident le mardi lorsque je suis sortie du travail. 2 hommes se sont approchés de ma voiture et m'ont attrapée par les bras. Je les ai reconnus comme les personnes qui avaient été avec Vanessa dans notre chambre. L'un d'eux m'a averti de ne pas résister, disant que Vanessa voulait parler, et comme j'étais difficile, il m'emmènerait avec elle par tous les moyens nécessaires. Bien qu'il n'ait que quelques années de plus, ils ont dû penser que j'étais mou à cause de mon costume et de ma mallette. J'ai pensé que je pouvais les gérer. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'un « vieux » résiste, donc je pourrais les prendre par surprise. Quoi qu'il en soit, la commotion attirerait l'attention et leur plan de « kidnapping » échouerait. Mais ensuite, j'ai réfléchi, le désirais-je vraiment ? Si Vanessa était prête à aller à de tels extrêmes juste pour communiquer avec moi, qu'est-ce qu'elle pourrait essayer ensuite si je leur rendais ces 2 abattus et meurtris ? Ils m'ont poussé dans ma voiture et je me suis assis entre eux, ma mallette sur mes genoux. Pendant qu'ils conduisaient à la maison, ils m'ont escorté à l'intérieur et Vanessa leur a indiqué de me faire asseoir sur une chaise et de s'assurer que je restais là. Elle s'est tournée vers moi et a annoncé que nous n'allions pas divorcer. Lorsque j'ai essayé de me lever de la chaise, les 2 hommes m'ont poussé vers le bas et m'ont retenu. L'un d'eux m'a averti de rester immobile. Vanessa a déclaré que nous resterions mariés, mais qu'il y aurait des changements dans notre style de vie en raison de son problème médical que j'avais découvert. Elle a regretté que je l'aie appris, mais elle a insisté sur le fait que je devais l'accepter maintenant que je le savais. Puis elle a confessé son amour pour moi, affirmant qu'elle ne me laisserait pas partir. Elle a révélé que son problème médical était la nymphomanie, dont elle souffrait depuis le lycée. Vanessa a attribué le début de son état à lorsque je lui ai enlevé sa pureté. J'ai rejeté sa déclaration, suggérant qu'il existait des médicaments disponibles pour traiter son état. Elle a reconnu qu'il existait de tels médicaments, mais a expliqué qu'elle les avait tous essayés, lesquels se sont avérés inefficaces, car ils la faisaient se sentir lente et éteinte, comparant l'expérience à celle d'être un zombie. Malgré cela, elle a admis qu'elle aimait être nymphomaniaque et a souligné son amour pour la proximité, affirmant qu'elle ne me laissait presque jamais seule.
Vanessa a fait valoir que ses actions ne m'avaient pas nui, insistant sur le fait qu'elle me gâtait. Elle a raisonné que comme elle ne pouvait pas maintenir une excitation constante, elle devait la chercher ailleurs, mais elle m'a assuré qu'elle revenait toujours parce qu'elle m'aimait. Puis elle a décrit ses conditions, révélant qu'elle avait rédigé un contrat postnuptial qui lui permettait d'avoir autant d'amants que nécessaire pour son bien-être mental. Elle a proposé que si plus tard je trouvais les conditions inacceptables, j'accepterais de quitter le mariage sans rien. Je lui ai demandé ce qu'elle espérait gagner en plus d'une épouse promiscuité. Vanessa a répondu en promettant qu'elle continuerait à avoir le même partenaire amoureux qu'elle avait eu au cours des 6 dernières années. Elle m'a rappelé que j'avais considéré ces années comme parfaites, même si le problème actuel était mon ego blessé par quelqu'un d'autre impliqué dans ce que j'avais toujours pensé être seulement mien. Elle m'a exhorté à accepter que notre vie continuerait comme elle l'avait fait. Vanessa a souligné que mon incapacité à satisfaire ses besoins physiques ne signifiait pas que je n'étais pas, à ses hommes, pour elle. Elle m'a félicité comme un amant fantastique qui la laissait toujours satisfaite, mais a admis qu'elle ne pouvait pas la satisfaire aussi souvent qu'elle en avait besoin. Utilisant son nom complet, que je savais qu'elle n'aimait pas, j'ai accepté à contre-cœur de signer l'accord, avec quelques modifications. J'ai exprimé mes inquiétudes concernant notre manque de proximité et j'ai exprimé mon besoin de sa présence dans notre lit. Malgré ma supplication et l'assurance de mon amour, elle est restée ferme dans sa position. Le cœur lourd, j'ai accepté son offre, espérant pouvoir sauver une partie de notre relation qui s'effondrait. Lorsque j'ai essayé de me lever de ma chaise, ces 2 hommes de main m'ont bloqué le passage, me faisant sentir piégé et impuissant. Lorsque j'ai mentionné que j'avais besoin d'utiliser les toilettes, l'un d'eux a cruellement suggéré que je me soulage là où j'étais assis, citant la directive de Vanessa de me faire rester assis jusqu'à nouvel ordre. Vanessa est revenue après 5 minutes, a lu le document à haute voix et je lui ai demandé où signer. Elle m'a offert un stylo, mais j'ai mentionné que ses associés m'empêchaient de me lever, leur indiquant de me laisser me lever. Je me suis approchée d'elle, j'ai posé ma mallette sur la table et j'ai pris le stylo. Cependant, j'ai décidé de relire le document moi-même pour m'assurer qu'il correspondait à sa description. Après l'avoir lu, j'ai ri entre les dents, je l'ai déchiré et je lui ai jeté les morceaux. J'ai attrapé ma mallette et je me suis dirigée vers la porte. Vanessa a crié pour que je m'arrête et ces 2 hommes de main m'ont poursuivi. Lorsqu'ils se sont approchés, je me suis rapidement retournée et j'ai frappé la tête du premier type avec ma mallette. Ce fut un coup solide, qui l'a envoyé au sol. Le deuxième type a été pris par surprise, et je lui ai donné un coup de poing dans la bouche, ce qui l'a fait chanceler en arrière. Puis je lui ai donné un coup de pied puissant à l'aine et il s'est effondré. Compréhendant la nécessité de les maintenir soumis, j'ai continué à les frapper tous les 2, alternant entre les coups de pied dans les zones sensibles et les coups aux côtes et à la tête. Vanessa a crié pour que je m'arrête ou qu'elle tirerait. En la regardant, j'ai remarqué qu'elle me visait avec une arme. La défiant, je l'ai défiée de tirer. J'ai récupéré mon téléphone portable, j'ai composé le numéro d'urgence, j'ai donné mon nom et mon adresse et j'ai informé l'opérateur de la menace armée de ma femme. L'opérateur m'a conseillé de garder mon calme et de ne pas la provoquer, m'assurant que l'aide était en chemin. Après avoir terminé l'appel, je l'ai remercié sarcastiquement Vanessa, suggérant que son emprisonnement accélérerait notre divorce. Elle a critiqué mon action comme une bêtise et m'a averti que lorsque la police arriverait, je serais arrêtée. Vanessa m'a accusé d'être entrée et d'avoir attaqué ses amis par jalousie, affirmant que ce serait ma parole contre la leur, car ils étaient entièrement habillés. Je me suis moquée de sa réponse, remettant en question son amour pour moi. Elle m'a assuré de ne pas m'inquiéter, mais j'ai répondu en disant que je paierais la caution et que Dylan et Liam ne porteraient pas plainte. J'ai rappelé à Vanessa que Clay et Joyce avaient vu les 2 hommes de main me prendre au travail et m'escorter à l'intérieur. Je l'ai accusé de m'avoir amené là contre ma volonté et de m'avoir empêché de partir lorsque j'ai essayé. Malgré l'échec de son complice, Vanessa a sorti une arme et m'a visé directement. Je lui ai dit que même si je passais une nuit en prison, une fois que mes témoins auraient témoigné, elle serait celle qui ferait face à des accusations et je ne serais pas là pour la faire sortir sous caution. J'ai suggéré que, compte tenu des accusations graves d'enlèvement, de séquestration illégale et de menaces avec une arme, sa meilleure option était de garder le silence. Elle a ignoré mon conseil, avec ses complices, a inventé de fausses histoires, ce qui a conduit à mon arrestation.
Le lendemain matin, j'ai appelé mon ami Grant, je lui ai tout expliqué et je lui ai demandé de travailler avec Everett Sterling pour rassembler des preuves et prendre les mesures nécessaires. Vanessa s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas me faire sortir de prison jusqu'à ma comparution devant le tribunal, qui était fixé au lundi. Heureusement, Grant avait une connexion au bureau du procureur du district. Il a montré au procureur adjoint du district les images de l'incident, Dylan et Liam me retenant tandis que Vanessa me visait avec une arme. Le procureur a également entendu Vanessa admettre son plan de mentir et faire en sorte que ses complices fassent de même. Lorsque Vanessa s'est présentée au tribunal pour mon audience de mise en liberté sous caution lundi matin, elle a été arrêtée. Des mandats d'arrêt ont rapidement été émis pour Dylan et Liam, et ils ont été incarcérés au crépuscule. J'ai refusé de payer la caution de Vanessa et ses parents ne pouvaient pas non plus se le permettre. L'avocat de Vanessa s'est approché et m'a suggéré d'utiliser la maison comme garantie pour sa caution. J'ai rejeté l'idée complètement et j'ai raccroché. Je suis sortie du motel, j'ai emménagé de nouveau dans ma maison et j'ai changé toutes les serrures. Compte tenu des menaces de Vanessa, Grant a obtenu une ordonnance restrictive contre elle, s'assurant qu'elle ne pouvait pas s'approcher à moins de 100 pieds de moi si elle réussissait à sortir de prison. Malgré la tentation de me réconcilier avec Vanessa, je savais que cela ne valait pas le risque. Dylan et Liam se sont tous deux retournés contre Vanessa et ont conclu des accords avec le parquet. Vanessa a affirmé qu'elle n'avait jamais eu l'intention de me tirer dessus, seulement pour éviter que je ne blesse Dylan ou Liam suffisamment pour que je sois emprisonnée. Le jury a vu les images, malgré ses affirmations d'amour, il a cru qu'elle essayait de protéger ses complices. Elle a été acquittée de l'accusation de menaces graves, mais déclarée coupable de contrainte illégale, de dépôt d'un faux rapport de police et de quelques accusations mineures. Le juge l'a condamnée à 9 mois de prison de comté et à 100 heures de service communautaire à sa libération. Pendant le temps où Vanessa était en prison, le processus de divorce s'est conclu sans problème. En plus de perdre Vanessa, j'ai seulement dû renoncer à 20% du capital de la maison. J'ai transféré l'argent sur son compte bancaire et je me suis dirigé vers le bar à côté du motel où j'avais séjourné. La fortune m'a souri, Jenna et Kate étaient là. Je les ai donc invités à célébrer ma liberté nouvellement découverte. Emma n'était pas là parce que son mari était revenu du déploiement et qu'il rattrapait leur retard. « Pourquoi fêter avec nous ?» a demandé Jenna. « Eh bien, ai-je dit, j'ai un pressentiment. Je vois la bague de mariage d'Emma et celle de Kate aussi. Mais vous, Jenna, vous n'en portez pas, et il n'y a aucune marque qui suggère que vous en ayez déjà porté une. Donc, je suppose qu'il n'y a pas de camionneur longue distance dans votre vie. De plus, j'ai toujours eu une faiblesse pour les belles rousses. » Kate a ri et a plaisanté, « Chérie, vous êtes pris.